Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Les ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni et des États-Unis en Côte d'Ivoire ont été reçus en audience par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Les échanges au cours de ces audiences accordées ont principalement porté sur les questions de coopération entre ces pays et la Côte d'Ivoire. Reportage à suivre en ouverture de ce jour. Des experts du Fonds monétaire international, le FMI, séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire. Un séjour à Abidjan qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À suivre le point de cette émission avec notre reporter Lanciné Bakayoko du service économique de la rédaction. Une nouvelle attaque d'hommes armés signalée au Burkina Faso à la mine industrielle Riverstone Karma située dans la région nord du pays. Des pertes en vie humaine enregistrées, plusieurs personnes blessées, des véhicules incendiés. On en parle dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec l'agenda du vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Le vice-président qui a reçu en audience 3 ambassadeurs, ceux du Royaume d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni et des États-Unis en Côte d'Ivoire. Des questions en rapport avec le renforcement de la coopération de ces pays et la Côte d'Ivoire ont été abordées au cours de ces échanges et d'autres bien sûr relatives à l'actualité nationale et internationale. Awa Touré nous en parle. En fonction en Côte d'Ivoire depuis octobre 2019, l'ambassadeur des États-Unis, Richard Bell, continue de s'imprégner de la vision du vivre ensemble du président de la République, Alassane Ouattara. Une vision qui, selon lui, est un vecteur de paix et de cohésion. Venu présenter ses civilités au vice-président de la République, le diplomate américain a longuement évoqué avec lui les questions liées à la réconciliation nationale avant de faire un tour d'horizon des derniers développements de l'actualité nationale et internationale. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et que la vision éclairée de l'importance de la paix sociale et du vivre ensemble dans un climat apaisé où tout le monde peut compter sur un traitement équitable, ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Et je vois que de part et d'autre, mouvance présidentielle et opposition, la classe politique de Côte d'Ivoire semble vraiment partager cette vision et je ne peux qu'encourager cela. La diversification et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni au centre des échanges entre le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, et la chef de la mission diplomatique du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé bien sûr sur les liens entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire et comment nous pouvons augmenter ces liens, renforcer les rapports dans plusieurs domaines. Le secteur privé, le développement, la santé, l'éducation, l'économie et tout ça. Nous avons parlé aussi un peu sur la situation actuelle dans le monde et dans la région aussi. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est pour sa part venu transmettre les salutations et féliciter le vice-président de la République pour sa nomination. L'occasion aussi de passer en revue les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. J'ai eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, d'abord pour lui transmettre les salutations des autorités saoudiennes et lui féliciter Monsieur le vice-président de la République pour sa nomination à ce poste. Et on a évoqué les relations et la coopération qui existent sérieusement entre les deux pays et les moyens de renforcer cette coopération davantage. Le diplomate saoudien s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Il entend par ailleurs contribuer au développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite.
Deuxième titre de cette édition des experts du Fonds monétaire international. Le FMI séjourne en Côte d'Ivoire. En ce moment, un séjour à Abidjan qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Objectif de cette mission, travailler à l'éradication de ce fléau qui porte atteinte au déploiement des investissements privés. Lanciné Bakayoko. Le processus d'évaluation mutuelle qui démarre constitue une belle opportunité pour jauger de la capacité de la Côte d'Ivoire à faire face au fléau du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les acteurs nationaux ont donc l'obligation de fournir à l'équipe d'évaluation les informations devant prouver l'efficacité du dispositif ivoirien. Le groupe d'action financière GAFI a édicté 40 recommandations représentant les standards que tous les États devraient mettre en œuvre. Il s'agit notamment de s'assurer de l'existence d'un cadre juridique et institutionnel conforme aux recommandations du GAFI. La Côte d'Ivoire, qui fait de l'investissement privé le cœur de la politique de transformation structurelle de son économie, envisage au terme de cette évaluation de se doter d'un dispositif robuste de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une composante intégrante de la surveillance bilatérale du Fonds monétaire international, ainsi que dans le cadre du programme d'évaluation de la stabilité financière et des programmes d'assistance financière. Plusieurs actions ont déjà été entreprises par le gouvernement pour affiner son dispositif de lutte. Il s'agit, entre autres, de l'adoption en mai 2020 du document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, de la mise en place du pôle économique et financier, de l'autorité de régulation des jeux de hasard et de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Toutes ces actions ont pour but de permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer significativement ses résultats en matière d'enquête, de poursuite, de condamnation et de saisie des avoirs criminels. Débuté en juin 2021, le processus d'évaluation est prévu pour s'achever en mai 2023 avec la présentation du rapport devant la commission technique du GABA. Reportage signé Lanciné Bakayoko afin de permettre aux acteurs intervenant dans la gestion immobilière de l'État d'avoir une maîtrise parfaite de l'utilisation des outils d'occupation du domaine public. Un séminaire de formation sur la gestion patrimoniale des biens immobiliers de l'État a récemment été organisé. Il a enregistré la participation d'une trentaine de personnes. L'initiative est du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Espérance Jacalé et Cheikh Koné. Gestion patrimoine des biens immobiliers de l'État, les modes d'occupation. C'est le thème retenu pour ce séminaire de formation qui vise le renforcement des capacités de ses membres et de certains acteurs du secteur. Il y a énormément de choses à faire en Côte d'Ivoire. C'est un pays fabuleux pour ça parce que le domaine public est encore très peu exploité. Et donc, pour le service des intérêts de chaque habitant, on peut encore valoriser économiquement. Donc, en gros, c'est rentabiliser ce qui appartient à tous les Ivoiriens, le domaine public. Comment on fait pour gagner de l'argent avec les opérateurs économiques qui viennent s'implanter en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme, pour faire de l'économie, et comment l'État, propriétaire, au service de tous les habitants, fait pour valoriser économiquement. Ce séminaire de 72 heures est le lieu de faire connaître aux acteurs de ces secteurs le droit applicable en matière de valorisation du domaine public. Plusieurs modules ont été abordés. Il s'agit entre autres des autorisations d'occupation temporaire et du bail amphithéotique administratif. Aujourd'hui, on a un mode de fixation des redevances sur le domaine de l'État qui est fixé par le Code général des impôts. Il y a également des modes de fixation avancés de ces redevances. Ce qui est important, c'est que les acteurs puissent connaître tous les modes de fixation des redevances et puissent utiliser un mode ou un autre en fonction de la nature du projet. Donc c'est ça qui est aujourd'hui recherché à travers ces rencontres-là. Créé en 2012 et mis en place par le gouvernement, le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés est l'organe de décision, de validation et d'orientation du cadre institutionnel de pilotage des partenariats publics-privés en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la défense du territoire et de la protection des populations, les forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale reçoivent du matériel roulant selon en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Veiller également à la protection justement des populations. Nous en parlions à l'instant, 23 véhicules leur ont été offerts par une entreprise ivoirienne. Des véhicules offerts au ministère d'État, ministère de la Défense, véhicules réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Birahima Ouattara. Abou Sanogo nous en parle.
Appui opérationnel et logistique entièrement dédié à la mobilité terrestre, constitué de 20 pick-up et de 3 ambulances. Les destinataires sont les armées et la gendarmerie nationale. Geste d'une entreprise ivoirienne citoyenne spécialisée dans l'exportation du café cacao, dirigée par Arland Assouma, qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais témoigner mon admiration à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à son gouvernement. Nous nous inspirons énormément du modèle de travail sans relâche, accompagné d'une méthode exceptionnelle qu'abat le président de la République, son gouvernement et vous-même, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour construire cette valeur ajoutée dont les bénéfices sont profitables à tous. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir des acteurs dynamiques dont l'engagement a une portée non seulement nationale, mais également mondiale. Ce sont des véhicules modulables, capables de recevoir des équipements de transmission ou simplement peuvent être utilisés comme véhicules de patrouille. Un don salué par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birema Ouattara. 20 pick-up Mitsubishi L200 et 3 ambulances pour un coût, tenez-vous bien, de plus d'1 demi-milliard de nos francs. C'est quelque chose à encourager et à saluer. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, féliciter le donateur pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités opérationnelles de nos hommes. Cher frère Arlan, vous êtes indéniablement l'illustration de cet Ivoirien nouveau, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, un Ivoirien capable de prendre entièrement part au développement et à la stabilité de son pays sans rien en attendre en retour. C'est l'occasion pour moi d'exprimer notre gratitude au chef de l'État pour sa sollicitude constante et sa volonté de maintenir la Côte d'Ivoire dans un havre de paix et de bien vivre. En termes tactiques, ces véhicules ont une capacité d'emport de 200 personnels. Avec ces acquis, les armées et la gendarmerie nationale pourront veiller à la protection et à la sécurité des populations. Et sur un autre terrain à présent, celui de l'enseignement supérieur, devant l'importance de la mise en place d'un système de transfert de crédit en Afrique pour favoriser la mobilité internationale et la reconnaissance académique. Les partenaires et responsables du secteur de l'enseignement supérieur se sont rencontrés. Ils ont échangé sur les voies et moyens qu'il convient d'envisager en vue de promouvoir le dialogue régional pour l'atteinte de ces différents objectifs. C'était en présence du ministre Adama Diawara qui a présidé cette rencontre. Patricia Mouetia nous en parle. Le programme de mobilité universitaire reflète l'ambition de l'Union africaine de construire un continent intégré au moyen d'un système d'enseignement harmonisé. Le système d'enseignement supérieur et de la recherche est confronté à des difficultés, notamment le manque d'instruments pour faciliter la comparabilité des qualifications et du développement d'un système de transfert du crédit accordé et reconnu. Après les réflexions menées entre la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne, plusieurs organisations se sont penchées sur la problématique. On fait un grand travail d'appui pour les systèmes d'assurance qualité, surtout les agences nationales d'assurance qualité en Afrique, dans toute l'Afrique, 5 régions. Et aussi, on appuie les systèmes qui sont en train de former, de développer leurs propres agences d'assurance qualité. L'objectif de cette rencontre est donc de mettre en place un système commun de transfert de crédit qui puisse être reconnu au niveau national, régional et continental. Au niveau de nos parcours de formation, on a ce qu'on appelle les unités d'enseignement, si vous voulez les matières, qui ont toutes des poids qu'on appelle le nombre de crédits. Et une fois qu'on a défini le nombre de crédits et l'unité d'enseignement, ça correspond à un volume total d'heures, de cours et autres. Mais le tout, c'est de savoir maintenant comment est-ce qu'on affecte ce volume total entre les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les séminaires et surtout le travail personnel de l'étudiant. Il faut des travaux de cette nature-là pour que ça soit harmonisé. L'harmonisation et la standardisation de l'enseignement supérieur, conformément à la stratégie d'harmonisation de l'enseignement supérieur de l'Union africaine, apportera une expérience spécifique pour la mise en œuvre du cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation et contribuera fortement à l'intégration régionale.
Et dans le fil de l'actualité, les conclusions découlant du premier rapport faisant l'état des lieux de la faisabilité du projet de préservation et de valorisation de la zone verte du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan ont été restituées au cours d'une cérémonie. Un rapport fait devant urbanistes, experts de l'environnement et corps préfectoral en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Davy Soyo et Franck Kwedio. Dégradation avancée de l'environnement, gouvernance fragilisée des espaces verts, difficultés de gestion de l'espace et mise en œuvre des outils de gestion durable des ressources naturelles. Ce sont là quelques résultats du premier rapport d'état des lieux de l'étude de faisabilité du projet de préservation et de valorisation de la zone verte du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Fruit de 12 mois de diligence, ce rapport a pour objectif d'inviter toutes les parties prenantes du projet à réfléchir sur des solutions efficientes en vue de faciliter sa mise en œuvre. En vue donc d'apporter une réponse satisfaisante à cette problématique, l'État ivoirien a sollicité en 2018 l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, qu'on a en abrégé PACOGA, pour mener les études et réaliser les activités nécessaires en vue de préserver et valoriser les ressources naturelles et culturelles du Grand Abidjan. Cette étude du projet de préservation et de valorisation de la zone verte du Grand Abidjan cadre avec la vision d'urbanistes, d'experts de l'environnement, du corps préfectoral et surtout du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Les préoccupations auxquelles nous voulons apporter des réponses sont celles qui devrait nous permettre de conjuguer le rural et l'urbain. Le rural est au service de l'urbain et l'urbain doit être au service du rural en assurant des choix stratégiques de développement urbain qui permettent de préserver certaines zones pour l'agriculture périurbaine et pour la biodiversité. Après ces réflexions, 4 autres restitutions de rapports sont prévues en vue d'aboutir à la finalisation du diagnostic sur l'état des lieux de la zone verte du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Un projet chapeauté par le PACOGA, projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan financé à hauteur de 217 milliards de francs CFA pour transformer le district autonome d'Abidjan en une ville nouvelle. Direction à présent Brafedon, dans la commune de Grand Laou, où s'est tenue la célébration officielle de la Journée mondiale des océans. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est saisi de l'occasion pour présenter les actions menées pour lutter contre la pollution marine et celles engagées en faveur de la protection de l'espace marin. On voit cela avec notre reporter Grace Kando. Le littoral ivoirien, long de 566 km, en plus d'être sous la menace des activités anthropiques, subit les effets néfastes des phénomènes naturels tels que l'érosion des plages, l'élévation du niveau de la mer et les marées de tempête. Nous avons pris conscience qu'il y a urgence d'agir en luttant contre la surpêche, l'utilisation des substances prohibées, le déversement de substances nocives, les diverses sources de pollution, dont la pollution plastique. Pour permettre une gestion intégrée et durable du littoral, un plan d'aménagement a été élaboré. Le PAGIL est l'instrument technique et réglementaire de la planification physique intégrale dans la zone côtière qui apporte des réponses aux problèmes urgents identifiés tout en prenant en compte des problèmes futurs tels que ceux liés au changement climatique. Pour protéger les océans et le littoral de toute forme de dégradation, la Côte d'Ivoire prend des initiatives. On peut citer, entre autres, la Convention d'Abidjan pour la protection et la gestion du milieu marin et les zones côtières et ses 4 protocoles additionnels relatifs à la gestion intégrée des zones côtières, la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Ces dispositifs connaissent une mise en œuvre avec des activités de restauration des mangroves et la construction prochaine de l'ouvrage destiné à stabiliser l'embouchure du fleuve Bandama dans le cadre du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, WACA, dans la localité de Grand Laou.
Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 9 juin 2022 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 817 échantillons prélevés, soit 2,1% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À la date du 9 juin 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 364 cas confirmés, donc 81 504 personnes guéries, 799 décès et 61 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 530 020 personnes. Le 8 juin 2022, 67 975 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 311 054 doses du 1er mars 2021 au 8 juin 2022. Le maire de la ville de Nation et le président du conseil régional du Boun-Kani ont procédé à la remise de 2 centres de santé et une maternité aux populations de villages de Nation commune. Les 2 centres sont l'œuvre du conseil municipal de Nation qui entend ainsi doter les villages d'infrastructures sanitaires afin d'éviter aux populations de parcourir des kilomètres pour bénéficier de soins. Quant à la maternité construite au sein de l'hôpital général de Nation, elle est l'œuvre du conseil régional du Boun-Kani qui, à travers cette infrastructure, veut relever le plateau technique de l'hôpital général de Nation. C'est ce que nous confie Herman Yamia. Rapprocher les centres de santé des populations afin de réduire considérablement le taux de mortalité dans les villages. C'est une préoccupation du maire de Nation qu'il vient de traduire en actes concrets dans les villages de Sendé en Veyo et Angovila, situés respectivement à 10 et 8 km de Nation. Pour l'inauguration de ces 2 centres de santé, les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Vous êtes le maître d'œuvre de ce qui est le motif de l'ivresse collective de ce jour, à savoir la livraison d'un centre de santé dans ces villages. Où accoucher, traiter une fièvre bénigne et que sais-je encore était une véritable gageure, tant il fallait parcourir 6 km pour joindre la structure sanitaire la plus rapprochée. En plus des 2 centres de santé, les logements des infirmiers ont été également construits. Le maire des Nations a indiqué que son obsession, c'est d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. C'est pourquoi, dès mon accession au charge de maire de la commune de Nation, le conseil municipal et moi-même avons entrepris de résoudre les questions vitales d'accès à l'eau potable, de l'impraticabilité des routes qui mènent à vos villages, de l'électrification et surtout de l'accès aux soins médicaux. Le président du conseil régional du Boun-Kani et le sous-préfet de Koutouba représentant le préfet du département de Nation ont invité les populations à fréquenter ces centres de santé. C'est votre centre, fréquentez-le, mais maintenez-le propre et bien tenu. Ne restez plus à la maison. Même si tu penses que ce n'est pas grave, viens, l'infirmier va constater, il va te dire c'est pas grave. Il ne faut pas rester à la maison pour dire c'est pas grave. En marge de cette double cérémonie, Nien Philippe a remis officiellement aux populations les clés de la maternité de l'hôpital général de Nation, construite par le conseil régional du Boun-Kani. Une bonne nouvelle pour les populations de Nation et on continue de parler de santé dans cette édition. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, une ONG s'investit dans les chemins de la prévention. L'ONG dénommée Savoir Donner a initié au foyer des jeunes d'Atécoubé une activité de dépistage du cancer du sein. À l'occasion, des femmes ont été sensibilisées sur les bienfaits de cet acte de prévention. Yacoba Koulibaly et Jean-Marc Légy. Cet élément, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On poursuit le cours normal de cette édition pour parler cette fois-ci d'autonomisation des femmes par l'alphabétisation et l'entrepreneuriat. C'est le thème retenu dans le cadre du 17e gala de bienfaisance organisé par le Rotary Club de Yamoussoukro. Le club service, il convient de le signifier, est également engagé aux côtés des femmes vivant en situation de précarité. Kader Sokotogo. Sauver des vies et apporter du bien-être. Le Rotary Club de Yamoussoukro, président, reste attaché à ces principes. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Les Rotaractes, membres de ce club service et leurs convives prennent part au 17e gala de bienfaisance dédié à l'autonomisation des femmes, surtout celles en situation difficile. Des recommandations formulées au club afin de mieux aider pour un monde meilleur. Les recommandations que nous avons données au club au cours de cette cérémonie
c'est de les inviter à utiliser les ressources de la Fondation. Donc de monter des dossiers, les adresser à la Fondation de sorte qu'ils puissent disposer de suffisamment de moyens parce que ce sont des actions nobles qui cadrent avec les axes stratégiques du Rotary International. Aujourd'hui, il faut que nous apprenions à partager. Il faut que nous rejoignions Raoul Folero qui dit que nul n'a le droit d'être heureux seul. Et c'est dans ce contexte-là que nous essayons d'associer notre image à tout ce qui est caritatif. Ce 17e gala de bienfaisance du Rotary Club Yamoussoukro président a été une occasion pour accueillir de nouveaux membres. Ils ont été présentés officiellement au cours de ce gala. L'inspection de l'enseignement primaire de Méhagui a célébré récemment ses meilleurs élèves et enseignants, occasion d'inviter les acteurs du système éducatif et surtout les parents à s'impliquer davantage dans la formation et l'éducation des enfants. Une célébration de l'excellence à Méhagui qui en est à cette 2e édition. Godefroy Okambawa nous en parle. Pour terminer l'année scolaire en beauté, les enseignants de l'inspection du préscolaire et du primaire de Méhagui se sont retrouvés pour la célébration de l'excellence dans leur localité. Les meilleurs élèves et enseignants sont primés pour leurs efforts au cours de l'année scolaire qui s'achève. Nous sommes satisfaits de ces prix-là. Nous voulons que ces éditions soient répétées chaque année. Ça nous fait plaisir de se retrouver chaque fin d'année pour s'amuser et pour célébrer les meilleurs. La veille de cette cérémonie a été consacrée à une journée sportive, une marche et un tournoi de Maracana. Pour l'inspection, il s'agit de renforcer les liens de fraternité et surtout promouvoir le travail bien fait. Et pour une école de qualité, tous les acteurs, les collaborateurs qui se déterminent, qui se distinguent par la qualité du travail, il faut les célébrer, de même que les enfants. L'initiative est soutenue par les autorités administratives de la localité, citant les états généraux de l'éducation nationale pour redorer l'image de l'école à titre d'exemple. C'est une activité qui mériterait d'être reconduite les années à venir et que cela soit une institution pour la communauté éducative ici à Méhagui. Cette rencontre de l'inspection préscolaire et primaire de Méhagui est à sa 2e édition. Voilà, et on peut enfin revenir sur cette action de prévention du cancer du sein engagée par l'ONG dénommée Savoir Donner, qui, nous le disions à l'instant, a été initiée au foyer des jeunes d'Atekoubé. Une action qui a permis à plusieurs femmes de se faire sensibiliser sur les bienfaits de cet acte de prévention. Reportage. Agir par la prévention, l'assistance, la sensibilisation et la prise en charge des patients atteints de diabète, du cancer et de l'hépatite, c'est l'objectif de l'ONG Savoir Donner qui a initié une activité de dépistage du cancer du sein au foyer des jeunes d'Atekoubé. Une occasion pour Lobo Gaye Diallo, présidente de cette ONG, de donner un message aux femmes. Qu'elles viennent massivement aux campagnes de dépistage, ce n'est pas payant. Et si elles sont venues très tôt, qu'il y a un souci, on peut les prendre en charge très rapidement. Un appel bien perçu par les femmes d'Atekoubé qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. C'est une bonne chose, c'est bienvenu parce que vraiment, le dépistage, quand c'est très tôt, c'est mieux parce qu'on peut guérir de ça, on peut soigner au fur et à mesure et guérir de ça. Pour le responsable du service médical, un message reste à retenir. Lorsque vous ne palpez pas votre sein pour savoir s'il y a une masse ou il y a une boule, vous êtes surpris souvent de découvrir plus tard qu'il y a quelque chose dans le sein. Donc c'est une maladie grave et qui mérite une large information de la population pour que celles qui ont des problèmes ou bien celles qui ont des boules dans leur sein, elles doivent faire l'effort pour approcher les médecins pour pouvoir faire un diagnostic rapide. Pour réduire considérablement le taux de femmes atteintes du cancer du sein, des initiatives de ce genre sont multipliées afin de permettre aux femmes de connaître leur statut. Un reportage commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Après le passage en Côte d'Ivoire d'investisseurs turcs et portugais, le pays enregistre cette fois la visite d'opérateurs économiques américains. En moins d'un mois, c'est la 3e fois que des investisseurs étrangers sont en mission de prospection dans le pays. Ils ont été reçus en audience par la ministre des Affaires étrangères, Candia Camara. On fait le point avec Laure Goretti et Sidonie Davila. Une délégation d'hommes d'affaires venus des États-Unis a rencontré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, conduite par Enza Camara, consul général de Côte d'Ivoire à New York.
C'est la seconde fois que ces hommes d'affaires se rendent dans le pays dans le cadre d'une prospection économique. Ceci est notre deuxième visite en Côte d'Ivoire et pour moi, ce voyage revêt un caractère particulier en ma qualité d'Africaine-Américaine. C'est un immense privilège de revenir sur les terres de mes racines en Afrique pour investir et surtout contribuer à l'économie des pays africains, en général de la Côte d'Ivoire en particulier. Notre second voyage pour nous établir dans le pays en tant que constructeur de logements sociaux, également d'infrastructures, de routes, d'énergie et d'hôpitaux et d'écoles. Et nous sommes vraiment très remerciants à Madame la ministre d'État et son Excellence l'ambassadeur aux États-Unis de nous avoir ouvert les portes pour pouvoir investir dans votre pays et nous espérons être ici pour très longtemps. Féliciter ces hommes et ces femmes opérateurs économiques et qui ont participé au mois de novembre au forum économique organisé par le consulat général. Et voilà que quelques mois après, ils sont de retour ici. Ça veut dire qu'ils ont été convaincus par toutes les propositions qui leur ont été faites. Ils ont été convaincus certainement par l'environnement économique que nous leur offrons. Les membres de la délégation se disent prêts à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa dynamique de restructuration de l'économie pour le développement de la Côte d'Ivoire. Troisième et dernier titre de cette édition dans l'actualité internationale. Burkina Faso, la mine industrielle Riverstone à Karma, située à Namissi-Guima, dans la région du nord du pays, a été visée par une attaque hier jeudi. Au petit matin, des hommes armés ont lancé un assaut contre la mine. 2 personnes, dont un civil et un soldat, auraient été tuées durant l'attaque, ainsi que plusieurs personnes blessées et des véhicules incendiés. Tout le personnel de la mine a été évacué. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.